Alors, on va étudier ce qui se passe dans une ligne de transmission dont les impédances ne sont pas adaptées en impulsionnel. Donc, si on prend un générateur d'impulsion ou quelconque d'une impédance de sortie de 50 ohms et qu'on le relie à une ligne de transmission d'une impédance de 50 ohms aussi. Seulement qu'à la fin de notre ligne de transmission, on ne va pas la boucler, on va la laisser ouverte. Alors, notre impulsion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller au bout de la ligne. En arrivant au bout de la ligne, elle ne peut rien faire à part retourner en arrière. Et du coup, comme résultat, on va se retrouver, si on mesurerait ici avec un oscilloscope, avec notre impédance, notre impulsion de départ, et une impulsion de même polarité en retour. Si maintenant je termine ma ligne de transmission par un court-circuit, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon impulsion de départ, elle va arriver ici en bout de ligne. Là, elle va passer le court-circuit, elle va revenir ici, sur la ligne du moins. Ce qui me donne comme résultat toujours mon impulsion de départ. Et au moment où l'impulsion revient ici à l'envers, une impulsion mais de sens opposé. Donc je vais revenir sur le cas où la ligne n'est pas bouclée, la ligne est ouverte. Et on va imaginer un cas pratique. Voilà, on a un câble de transmission de type coaxial d'une installation qu'on a fait à quelque part qui est dans un mur, et on se rend compte que le câble est endommagé. Donc grâce à cette méthode, on va pouvoir facilement retrouver l'endroit à quelle distance du point de départ le câble est endommagé. Donc on va faire la même chose qu'avant, on va envoyer une impulsion ici et on va attendre qu'elle revienne. Si on avait un câble, si le défaut du câble c'était un court-circuit, bah, ça revient au même, seulement qu'on aurait l'impulsion dans le sens inverse. Ensuite, si on a un oscilloscope, on peut mesurer ce temps ici. Ce temps-là, ça représente l'aller-retour. Je vais l'appeler temps d'aller-retour. Ce qui signifie que le temps que met notre impulsion pour aller du générateur au bout de la ligne, c'est le temps d'aller-retour sur 2. Ensuite, on sait que la distance c'est égal à la vitesse multipliée par le temps. Le temps, on connaît parce qu'on l'a mesuré. La vitesse, elle est donnée en général dans la datasheet du câble. Et donc avec ces deux éléments, on peut calculer à quel endroit notre câble présente un défaut. Alors maintenant, on va quitter le domaine impulsionnel, on va passer en sinusoïdal. Donc en sinusoïdal, il se passe exactement le même phénomène, c'est-à-dire l'impulsion qui revient en retour, soit en phase, soit déphasée. Et donc dans la ligne, nos deux ondes, donc l'onde incidente, celle qui vient du générateur, et l'onde réfléchie, celle qui est réfléchie, vont s'additionner, ce qui va créer un phénomène qu'on appelle d'onde stationnaire.
Donc l'onde stationnaire, c'est une onde qui ne se déplace pas dans la ligne, mais uniquement sur l'axe de l'amplitude. Donc ça va nous créer vraiment une onde sinusoïdale qui ne se déplace pas dans la ligne. Ensuite, on va partir du bout de la ligne, de la fin de notre ligne. On va prendre la première hypothèse, le premier cas. Notre ligne est ouverte. Donc si notre ligne est ouverte et qu'on mesure la tension ici au voltmètre, et ben on va avoir toute la tension disponible. Un quart d'onde plus loin, plus en arrière, on va avoir le moins de tension. Donc les endroits où la tension est maximale, on appelle ça un ventre de tension. Donc c'est ce point-là qui va se déplacer dans l'axe des amplitudes. Donc ce point-là, il va faire en haut, en bas, celui-ci va rester fixe. C'est le point qui reste fixe. Ça s'appelle un nœud de tension. Avec le courant, ça va être l'inverse. Là où on a un ventre de tension, on aura un nœud de courant. Là où on a un nœud de tension, on va avoir un ventre de courant. Maintenant, si on prend le cas où la ligne est bouclée par un court-circuit et qu'on mesure au voltmètre, on va avoir rien du tout, zéro de tension. Donc on va se placer là, et un quart d'onde plus loin, on va avoir le point qui est à son maximal ou à son minimal. Encore une fois, ici on a un nœud de tension. Et là on a un ventre de tension. Et pour le courant, de nouveau, c'est pareil. Ça s'inverse. Là où on a un nœud, on a un ventre. Et là où on a un ventre, on a un nœud. Sur cette animation, on peut voir ce qui se passe donc en régime sinusoïdal. Donc, on voit l'onde, ici l'onde qui arrive et qui repart. Donc notre onde incidente, notre onde réfléchie. Et enfoncée ici, on voit l'onde stationnaire donc qui elle reste sur place et qui se contente juste de monter et descendre. Donc là on est en situation de ligne ouverte. Donc on voit qu'ici en bout de ligne, tout à la fin, on a un nœud qui monte, qui descend. Ici, un quart de longueur d'onde plus loin, on a un point qui reste fixe. Un quart de longueur d'onde plus loin, on a un ventre. Un quart de longueur d'onde plus loin, on a un nœud, etc., etc. Et si on met la deuxième hypothèse en court-circuit, donc on voit toujours les deux ondes qui avancent, qui reculent et qui s'additionnent. Donc on voit bien que l'onde stationnaire, ici en blanc, représente bien l'addition des deux autres. Voilà, là on voit qu'on est en court-circuit, on voit qu'en bout de ligne, on a un ventre, un nœud, pardon, un point qui reste fixe. Un quart de longueur d'onde plus loin, on a bien un ventre qui monte, qui descend, et ainsi de suite. Alors je vais juste ralentir un peu la vitesse, comme ça on se rend compte, vous voyez bien que c'est l'addition des deux. Quand les deux sont à 0, on est à 0, quand les deux sont au max, on est au max, et ainsi de suite.